celle de Jean-François Vallée. Alors, Jean-François Vallée est professeur au département de lettres, d'art et d'histoire de l'art du Collège de Maisonneuve et un chercheur aux graines et aux crines. Il est aussi chercheur associé au CIREMSA 18, donc le Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité du 16e au 18e siècle. Il a coédité un ouvrage collectif sur le dialogue à la Renaissance intitulé Printed Voices, The Renaissance Culture of Dialogue, qui est aux presses de l'Université de Toronto en 2004, ainsi qu'un volume sur la littérature comparée contemporaine intitulé Transmédiation, traversée culturelle de la modernité tardive aux presses de l'Université de Montréal en 2013. Il vient de terminer 2 éditions numériques d'un dialogue satirique de la Renaissance, le Cymbalum Mundi, dans le cadre du projet CRSH La cymbale du monde numérique. Son intervention aujourd'hui s'intitule Du multilinguisme unilingue, enjeux linguistiques de l'édition numérique d'un texte français du 16e siècle au 21e siècle. Alors, la parole est à vous, Monsieur Lavallée. Bonjour, merci. Merci aux organisateurs, à Michael et à Joyce Borrow d'avoir mis en place cet événement. Je suis honoré d'être là, surtout en compagnie de sommités comme celle qu'on vient d'entendre et qu'on a entendu hier aussi là, dans des projets assez impressionnants. Je suis un humaniste numérique plus récent. Là, je vous parle d'éditions quand même relativement modestes je suis en pleine transition, disons, vers le rôle de l'humaniste numérique. Je suis un humaniste plus traditionnel auparavant. Donc, je vous présente ce projet de Cymbale du monde, qui est une adaptation d'un texte très particulier de la Renaissance. J'étais un peu surpris que Michael m'invite à en parler parce que c'est un texte français qui porte un titre latin, Cymbalum Mundi, mais qui est en fait une fausse traduction, même s'il y a quelques passages latins dedans. Donc, je me demandais un peu ce que j'allais faire dans cette galère de colloques multilingues. Mais à bien y penser, après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs enjeux multilingues à l'intérieur même de la langue française du 16e siècle là, qui posaient problème et qui m'ont posé des problèmes dans mon propre travail d'édition. Or, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire, du moins je l'espère, pour vous. Alors, je vais partager mon écran et je vais commencer la présentation. Tout le monde voit mon... Attends, je pense que c'est encore en train de charger. Ouais, c'est bon. Donc, je vous parle d'un texte qui est assez particulier. Hein, il y a beaucoup de gens qui le connaissent ici, le Cymbalum Mundi. Si vous pouvez lever votre main, si vous voulez, dans Zoom. Là, je pense que c'est un texte qui est assez très connu des spécialistes du 16e siècle, hein, qui est même célèbre. Je vois Claudine Moulin qui le connaît, mais qui est beaucoup moins connu en dehors de ces cercles-là. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai décidé de travailler sur ces éditions dont je vais vous parler à l'instant. C'est un texte tout à fait fascinant qui a été publié d'abord à Paris en 1537, puis à Lyon en 1538, anonymement. On pense aujourd'hui, la plupart des spécialistes s'accordent pour penser que c'est un dénommé Bonaventure Desperriers qui l'aurait écrit, un contemporain de Rabelais, secrétaire de Marguerite de Navarre, personnage assez intéressant qui a aussi écrit un recueil de nouvelles assez fascinant. Et c'est un livre aussi qui est fascinant parce qu'il a été très rapidement censuré, et exceptionnellement sur ordre de François Ier. C'est la seule fois dans tout le règne, tout de même assez long, François Ier, où il est intervenu personnellement pour demander qu'on examine un livre qui, au bout d'un processus judiciaire et d'un jugement de la Sorbonne, a finalement été supprimé et qui s'est retrouvé plus tard dans l'index. Alors, c'est un texte qui est, je ne vous le résumerai pas au complet, mais juste pour vous donner une idée du contenu quand même, qui est fait de dialogues satiriques, 4 dialogues, précédés d'une lettre au départ d'un dénommé Thomas Duclévy à son ami Pierre Triocan. Thomas Duclévy a un anagramme approximatif ou presque parfait en fait de Thomas l'incrédule à son ami Pierre Triocan, Pierre Croyant. Certains pensent que ce livre-là est le premier texte athée à avoir été écrit en français, en passant. Mais il y a beaucoup de débats et d'interprétations différentes de ce texte qui, comme vous allez le voir, est très énigmatique. C'est ici qu'on apprend que c'est une pseudo-traduction, cet ouvrage. Thomas prétend avoir trouvé un manuscrit latin dans un monastère qui traduit pour son ami. D'ailleurs, toute la notion de la traduction est intéressante ici, en continuité avec ce que Johanna vient de dire.
c'est vraiment une traduction plus littéraire où il prétend ne pas vouloir reproduire mot à mot le texte latin. Il adapte notamment les jurements, là, les pro-Jupiter, Periovem, etc., pour en faire plutôt des sacres contemporains, là, Morbieux, Corbieux, qui veut dire mort de Dieu, corps de Dieu, etc., etc. Donc, c'est assez rigolo comme préface. Et en plus, il demande au préfacien à son ami de ne pas laisser tomber ce document, ce manuscrit, supposément manuscrit, dans les mains des imprimeurs, parce que cet art est devenu trop commun, dit-il déjà à l'époque. Évidemment, c'est un livre imprimé et on entre ensuite dans une série de dialogues qui sont quand même assez délirants par moments. Mercure descend sur Terre dans le premier dialogue pour faire relier le livre de son père Jupiter qui est en train de tomber en pièces, le livre qui est censé prédire tout ce qui va se passer dans l'avenir, le destin de chacun. Mercure choisit Athènes pour le faire relier et décide de s'arrêter dans une auberge pour prendre un petit verre de vin auparavant et se fait voler le livre de son père, qui était censé prédire tout ce qui se passe, par deux brigands qui semblent être un peu des parodies des autorités catholiques de l'époque, là, des autorités répressives qui vont lui subtiliser le livre sans qu'il s'en rende compte et le remplacer par un autre. Ça se continue au deuxième dialogue avec Mercure en compagnie de dénommé Trigabus, le triple gabeur, qui se moque de trois philosophes qui cherchent des morceaux de pierre philosophale dans l'arène d'un théâtre. Et ces philosophes, on peut le voir par les anagrammes encore, représentent pour les deux premiers Martin Luther et Martin Bucer, deux des plus célèbres réformistes de l'époque, comme vous le savez, et possiblement pour le troisième, Erasme, mais là c'est moins sûr. Et on se moque allègrement de ces trois personnages-là dans ce dialogue-là, ce qui fait que ce livre est vraiment haï par les protestants là, au XVIe siècle. C'est un livre qui a une très, très, très mauvaise réputation dans ces cercles-là. Dans le troisième dialogue, on retrouve Mercure et l'histoire du livre volé. Il est renvoyé sur Terre par son père pour trouver les brigands là, qui ont volé son livre, qui l'ont remplacé en plus par un livre qui raconte toutes les infidélités de Jupiter, donc ce qui n'a pas très fait plaisir à Junon, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, Mercure rencontre en descendant son cousin Cupidon. Il y a tout un échange, une interaction là, dont je ne vous raconterai pas le détail. Ça se termine avec Mercure qui prononce une formule magique qui donne le don de la parole à un cheval qui se met à se plaindre de ses mauvais traitements auprès de son maître. Et finalement, on se retrouve, quatrième dialogue, dans une scène qui n'a plus rien à voir avec l'histoire de Mercure ou du livre, où il n'y a plus question du personnage précédent. Il n'y a que deux chiens qui discutent ensemble, à savoir est-ce qu'ils devraient révéler ou pas leur don pour la parole. Et c'est un débat tout à fait fascinant, mais encore là, je ne vais pas rentrer trop longtemps dans l'anecdote parce qu'on peut parler aussi des éditions. Or, il y a quand même déjà beaucoup d'éditions du Cymbalum, comme vous pouvez le voir ici. Là. Au XVIe siècle, il y a les deux dont je vous ai déjà parlé. Le livre disparaît après ça pendant près de 2 siècles. Hein. Il a été vraiment supprimé de manière assez efficace. Hein. Il n'est resté que 2 exemplaires. Aujourd'hui, en tout cas jusqu'à nous, il s'est rendu que 2 exemplaires de l'édition de 1538 et un seul de l'édition de 1537. Au XVIIIe siècle, le livre réapparaît soudainement en 1711, c'est l'édition de 1538 là, qui reproduit, puis soudainement en 1732, l'édition de 1537 est réapparue. On pense que c'est peut-être l'exemplaire qui a servi pour les procédures judiciaires là, que quelqu'un est allé chercher dans les sacs de pièces à conviction à l'époque. Au 19e siècle, il y a beaucoup de bibliophiles, là, dont Charnodier et plusieurs autres qui vont être fascinés par cet ouvrage-là. Au 20e siècle, on retrouve un facsimilé au début du siècle, puis plusieurs éditions savantes chez Champion, chez Droz, qui vont paraître par la suite. Ça continue encore au début des années 2000. Il y a même une adaptation en 2002 là, en français moderne, qui est plus ou moins réussie, là, mais qui est épuisée aujourd'hui, qui est plus accessible. Et les 2 éditions dont je vais vous parler aujourd'hui, les 2 premières éditions numériques. En anglais, il y a 3 éditions, comme vous voyez là, et peut-être bientôt, je l'espère, une numérique là, que j'espère, si j'obtiens le financement que j'ai demandé, là, réaliser d'ici la fin de l'année. Et vous voyez en plus d'autres éditions dans d'autres langues. Alors, je vous parle, moi, de la première édition numérique que j'ai faite, que j'ai préparée pour la base Épistémon, des bibliothèques virtuelles humanistes, que plusieurs sans doute connaissent déjà. J'ai choisi de travailler avec les gens des BVH parce que c'était quand même un peu des pionniers dans l'édition numérique. En tout cas, Marie-Luce de Monet, que certains connaissent peut-être, avait commencé dès les années 90 à faire des éditions numériques de Rabelais sur des supports qu'on vous avez peut-être oubliés, là, comme le CD-ROM. Là, ça nous paraît déjà préhistorique. Là. Et puis ensuite en HTML, puis éventuellement en XML TV.
Donc, c'est des gens qui ont une expérience et en plus, je voulais que mon texte se retrouve dans une base de textes contemporains, à côté des textes de Rabelais, de Dolay, de Ronsard plus tard, de Montaigne encore plus tard dans le siècle, mais c'est vraiment une base de données qui est tout à fait appropriée là, pour un texte comme celui-ci. Alors, je vous montre ici l'exemplaire unique qui se retrouve à la Bibliothèque municipale de Versailles, dans un coffre-fort. On m'a même parfois été difficile de le voir, en fait, au début, jusqu'à temps que j'obtienne des permissions en parlant au conservateur en chef. Là. C'est un ouvrage qu'on ne veut pas trop montrer, il est très fragile, il est très rare. C'est le seul exemplaire au monde. Et c'est cet ouvrage-là que j'ai choisi là, de numériser. Évidemment, comme vous connaissez sans doute la TEI, peut-être plusieurs d'entre vous mieux que moi, on ne peut pas parler vraiment d'une édition critique comme telle là, dans les BVH. Il s'agit surtout là, de rendre le texte disponible, mais il y a quand même un certain nombre d'informations détaillées qui se retrouvent dans le header, dans les métadonnées là, sur l'ouvrage, son état physique, sa rayure, sa provenance, etc., etc. Donc, des informations qui sont rentrées là, dans les métadonnées qui font que ça crée une notice quand même relativement complète là, sur l'ouvrage qu'on est chargé de numériser. Le texte lui-même, comme vous le voyez ici, les deux éditions, j'ai mis seulement la première page du premier dialogue là, pour l'édition 38 et 37. On est aussi à l'époque où on est en train de passer des caractères gothiques, les bâtards, aux caractères romains là, dans les années 30 en France. Il y a comme une transition qui est en train de se faire. Donc, l'édition de Paris, elle est en caractère romain. Mais on voit que c'est quand même un texte qui est un peu difficile à lire pour un lecteur contemporain là, qui ne connaît pas le moyen français, qui ne connaît pas les normes typographiques. D'ailleurs, les normes typographiques ne sont pas encore standardisées à l'époque, ni l'orthographe. Donc, ça donne un texte qui est parfois qui n'est pas évident nécessairement à lire pour tout le monde. Il y a des passages qui sont encore un peu plus obscurs que celui-là, mais je voulais donner une idée un peu de ce à quoi ressemblait là, le texte original. L'évolution des normes de transcription et d'encodage au BVH sont précisées ici. Au départ, comme je l'ai dit, dans les années 90, il faisait du HTML, ce qui limitait beaucoup les possibilités. Il devait dissimuler le texte, désabréger, corriger pour lui prendre les données dans une version, alors que la TEI, comme vous le savez, permet plusieurs affichages. Et à partir de là, ils ont établi de nouvelles normes qui permettent de créer des éditions qui sont plus intéressantes parce qu'on peut présenter les graphies originales avec la balise choice, la possibilité de voir d'autres versions là, plus lisibles de ce texte-là. Évidemment, au niveau de l'encodage, ça donne parfois des longues lignes là, de balises. À l'époque, au BVH, on travaillait là, sur des formes d'ossérisation des textes anciens, mais ce n'est pas encore au point où peut-être que ça l'est maintenant là, pour la typographie là, de la Renaissance. Alors, j'ai tout fait à la main. Là. J'ai trouvé un travail un peu monastique pour moi qui me mettait dans un état méditatif. On ne voit pas très bien, je n'arrivais pas à faire rentrer une seule ligne là, sur l'écran vu la longueur là, de l'encodage, mais je vais vous montrer seulement un peu le genre de balise qu'on utilise là, pour pouvoir représenter les différentes versions du texte, là, corrigé, non corrigé, abrégé, désabrégé, dissimulé, etc. Comme vous voyez, les apostrophes ne sont pas présentes dans le texte original, donc on peut mettre la version originale dans le QUIL et on peut insérer avec un code Unicode l'apostrophe dans une version régularisée. Même chose pour toutes les espèces d'abréviations des sortes de tildes souvent à l'époque pour représenter les M ou les N qui suivent les voyelles. Donc, commande est écrit, comme vous le voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez là. Donc, on peut encore là mettre les deux versions, ce qui permet, même chose pour les abréviations, il y a des espèces de Q avec des macrons dessus qui représentent le que qu'on peut, avec la balise là, abbreviate puis expand, représenter dans les deux formes. On peut même corriger le texte aussi, il y avait une petite erreur dans le texte de 1537, de velours étant en un mot, alors on peut en faire une version corrigée. Donc, le lecteur qui se retrouve dans l'interface des BVH, où on va trouver éventuellement à côté ici, là, normalement à droite, aussi une version numérisée de l'édition de Versailles. J'attends toujours. Versailles, on m'a promis
ils viennent d'acheter un numériseur de qualité, là, mais ça fait 3 ans qu'on me promet qu'on va numériser l'ouvrage. Il y a une collection fabuleuse à Versailles de livres anciens. C'est la 3e plus grosse, je pense, en France, après la BNF, puis la Bibliothèque municipale de Lyon. Une énorme collection de livres anciens, mais ils ont très, très, très peu numérisé jusqu'à maintenant. Alors, j'espère que mon Kimbalum va être parmi les premiers. Donc, normalement, on va voir apparaître d'ici la fin de l'année les images aussi de la page à côté de cette interface. Évidemment, ici, on retrouve une transcription quasi diplomatique. Là. On appelle ça une transition patrimoniale. Là-bas, ce n'est pas tout à fait là, diplomatique. Il n'y a pas les S longs, par exemple, et certains caractères typographiques là, qui sont pas représentés, mais c'est très, très proche de ce que je vous ai montré tantôt là, dans la version imprimée là, de l'édition de Caisse 37. Alors, il y a des codes de couleur aussi pour identifier les mots là, qui ont différentes graphies, des corrections, etc. Et on peut ensuite, comme lecteur, choisir d'avoir une version régularisée, corrigée, désabrégée, qui là devient beaucoup plus lisible, comme vous le voyez, avec les apostrophes, avec les abréviations qui ont été, les corrections et tout. Ça devient quand même beaucoup plus lisible, hein, du moins pour un lecteur qui se débrouille un petit peu là, avec le moyen français. On n'est quand même pas dans l'ancien français, hein, comme Joanna tantôt avec ses fables. Là, je pense que ce serait, quand on arrive dans le 2e, 13e siècle, c'est beaucoup plus difficile à lire. Alors qu'ici, ça devient quand même assez lisible pour des lecteurs, du moins, habitués à ce type de texte-là. Mais ça reste quand même, il faut l'avouer, un état de lecture qui n'est pas très accessible pour des élèves, par exemple, de collège ou pour des lecteurs lambda qui ne sont pas à l'aise avec le moyen français. Et c'est là qu'entre en scène mon projet là, d'une autre édition qui, dans ce cas-ci, est séparé, comme vous allez le voir, là, qui n'est pas vraiment intégré avec l'édition du texte original, parce que mon but est donc surtout pédagogique, là, de faire connaître ce texte-là en dehors des cercles de spécialistes, hein, parce que c'est un texte qui est très drôle. Il y a plein d'enjeux aussi qui sont reliés un peu à notre époque. Hein. On est en pleine transformation, comme vous le savez, là, de la culture de l'imprimé, on est sur le point d'avoir les guerres de religion, la polarisation qui peut évoquer les polarisations qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a toutes sortes d'enjeux aussi sur la langue, sur la parole, sur le texte, sur le livre, qui sont absolument fascinants dans ce texte-là. Donc, je vais le rendre plus connu en dehors des cercles spécialistes. Et c'est là que j'ai voulu faire une édition adaptée en français moderne, comme on l'a fait parfois, vous le savez, pour Rabelais, là, avec Guy Demerson qui a fait ce qu'il a appelé des translations en français moderne là, de Rabelais pour le rendre un peu plus accessible. Donc, j'ai voulu faire la même chose là, sur le web, avec des annotations aussi pour expliquer, parce qu'il y a tellement de clins d'œil, tellement d'énigmes dans ce livre-là qu'il faut ajouter des notes et aussi un peu plus d'informations que je vais vous montrer dans quelques instants. J'ai choisi comme plateforme quelque chose qui sera peut-être pas parfaitement cachère là, pour les humanistes numériques purs et durs. C'est simplement le site WordPress. À l'époque, Emmanuel, qui n'est pas là, je pense, aujourd'hui, avait essayé de me convaincre de tout faire en théorie, en XML, aussi mon adaptation, de tout relier ça dans un immense site où tout aurait été interconnecté, que tout aurait été fait. Mais ça dépassait de beaucoup à la fois mes capacités techniques et les capacités financières aussi là, de la petite subvention que j'avais obtenue pour ce projet-là. Et je voulais aussi avoir un environnement quand même qui soit beau, qui soit accessible à un public plus large. Je ne voulais pas que ce soit nécessairement dans un contexte savant, universitaire. Donc, j'ai vraiment choisi de faire une édition distincte pour des lecteurs là, curieux qui voudraient découvrir cet ouvrage-là en version numérique. Donc, en gros, j'ai fait une translation. J'ai adapté en français moderne le texte en laissant quand même plusieurs éléments qui gardent des traces un peu là, du moyen français, notamment les fameux jurons. Je pense dans l'adaptation imprimée de 2002, l'éditeur Laurent Cavier lui a traduit les jurons et il n'a pas traduit d'autres passages. Alors que moi, j'ai fait l'inverse. J'ai laissé les jurons Morbieux, Corbieux, tout ça avec des annotations parce que je trouve que ça donne un esprit un peu rigolo là, de l'époque, d'avoir tous ces sacres contemporains là, du moyen français là, qui ont aussi une signification. Mort de Dieu, sang-bieux, c'est sang de Dieu, Morbieux, c'est mort de Dieu. C'est quand même assez significatif. Et aussi des annotations. Il suffit au passage de la souris, là, pour les mots qui sont en rouge, là, de passer la souris puis d'avoir une information qui peut être cruciale, comme
de savoir que Mercure représente peut-être Jésus-Christ ici, descendu pour transmettre le message de son père, qui se le fait voler ensuite par deux brigands qui sont peut-être l'Église catholique. Ça change toute la lecture, évidemment, quand on sait cette information-là. Donc, j'essaie d'ajouter des annotations comme ça qui sont non savantes, je dirais. Là, ce n'est pas une édition critique universitaire. J'essaie de rendre ça le plus accessible possible pour que ce soit lisible par un public de lecteurs curieux, par des étudiants aussi peut-être, de niveau lycée, collège, etc. Quand il y a des mots en moyen français qui avaient une signification supplémentaire en moyen français aussi, je le laisse tel quel le mot, mais j'ajoute une petite note pour préciser un peu que ça peut avoir un sens particulier. Ici, la longueur concerne aussi peut-être peut avoir une dimension plus liée à la passion amoureuse, comme vous le voyez, et comme on parle de druides et de vestales, qui représentent ici les prêtres et les religieuses de l'époque, qui ont fait vœu de chasteté, c'est important de savoir ces petits détails-là. Donc, il y a plein de clins d'œil dans le texte. C'est un texte très amusant et j'ai essayé d'ajouter ici et là des informations comme ça pour que ça devienne lisible. Il y a aussi et c'est là que ça devient une édition peut-être un peu plus complète, qui est peut-être semi-critique ou critiquable. Là, vous pourrez me le dire par la suite. J'ai quand même mis des informations, des documents d'accompagnement assez détaillés pour les lecteurs curieux qui voudraient en savoir plus sur l'auteur, par exemple, pourquoi on pense que c'est Bonaventure Desperriers, tous les documents et les témoignages qui nous permettent de penser ça, sur les premières éditions, sur la censure qui est absolument fascinante, tous les débats qu'il y a autour de la censure. Moi-même, je propose une nouvelle hypothèse il y a quelques années là, pour repenser qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je présente tous les documents qu'on a qui nous permettent de développer différentes hypothèses à ce sujet-là. Les sens aussi. J'ai fait un résumé des différentes écoles d'interprétation de ce livre-là, qui vont des gens qui pensent que c'est un livre athée jusqu'aux gens qui pensent que c'est un livre parfaitement orthodoxe, catholique, toutes les écoles de pensée intermédiaires sur des formes étranges de libertinisme et d'évangélisme particulier. Donc, j'ai fait un petit résumé de ça, une interprétation plus contemporaine. Donc, il y a comme des documents d'accompagnement, une bibliographie assez détaillée aussi de toutes les éditions qui existent et de la littérature secondaire. Là, il y a plus de 150 références de monographies, d'articles au sujet de cet ouvrage-là. Donc, un lecteur qui voudra en savoir plus, qui va approfondir, peut aller voir ça. D'ailleurs, ça, c'est un des avantages d'une plateforme comme WordPress qui est en libre accès, comme vous le savez, mais qui a tout un marché autour, là, parce que c'est quand même le CMS le plus utilisé au monde pour les sites web et qu'il y a énormément d'extensions, par exemple. Il y a une extension fabuleuse qui s'appelle Zotpress qui nous permet de relier notre base de données bibliographiques Zotero avec le site web et comme ça, les lecteurs peuvent carrément citer et télécharger là, en format bibliographique les citations. J'ai utilisé pour les annotations d'ailleurs une autre extension qui est une extension de glossaire que j'ai adapté avec un programmeur pour que ça soit accessible. Je voulais vraiment avoir des notes qui s'affichent facilement avec les fameux petits pop-up. Il me reste combien de temps, Marie-France? Je ne veux pas parler trop longtemps. Normalement, ça serait... on terminerait maintenant. Maintenant, OK. Donc, je vais conclure d'abord. Je vais conclure. J'ai oublié de partir mon chronomètre, alors je n'avais plus aucune idée où j'en étais rendu dans l'espace temporel. Donc, voilà, bibliographie. Aussi, une petite dimension dialogique là, pour terminer. J'aimerais, comme vu que c'est des dialogues, que le dialogue est très populaire à l'époque, j'aimerais qu'il y ait comme une sorte d'interaction autour de l'ouvrage. Donc, un formulaire de commentaires, les réseaux sociaux sont utilisés et tout, mais il y a aussi une extension intéressante que certains connaissent peut-être qui s'appelle Hypothésis, qui permet de commenter dans les marges le texte, soit pour soi-même, soit pour un petit groupe de personnes. Par exemple, dans une classe, on pourrait utiliser ça et on pourrait commenter le texte à côté avec ses étudiants ou de manière publique même dans certains cas. Et il y a aussi d'autres formats. Il y a un lien vers l'édition originale, donc quelqu'un pourrait ouvrir à côté le texte original puis avoir quand même les deux fenêtres, même si elles ne sont pas intégrées comme telles. Cette édition-là, elle est à part, elle ne vise pas ce public savant-là. Et il y a aussi d'autres formats là, que j'ai mis. On peut avoir accès à l'entièreté du fichier XML là, avec toutes les balises. On peut avoir des versions texte et tout. Et je continue à ajouter des versions. J'aimerais faire une version EPUB, une version bilingue aussi qui serait lisible à l'écran, et une édition en anglais, donc une traduction en anglais, comme je disais tantôt, parce que la traduction de 1965 est un peu problématique. Il y a des mésinterprétations là, qui fait que c'est problématique. Donc, je vais m'arrêter ici, parce que je pense que j'ai assez parlé. Puis, je vais peut-être arrêter de partager mon écran aussi. Merci beaucoup, Jean-François. On a